Elle m'a communiqué son titre, je ne participerai pas, Ouais. mais pourtant il est là. Donc moi j'y comprends plus rien. C'est toute l'ambiguïté. Hein. Voilà. Alors, je ne participerai pas, je fais le choix de déserter, d'abandonner ou de délaisser pour vivre. Je vous explique. Alors, c'est une... En fait, c'est un thème qui me tient à cœur et qui me permet aussi d'interroger la communauté des psychanalystes. D'accord. Je vais vous raconter d'abord une petite histoire d'Aldo Léopold. Penser comme une montagne. En ce temps-là, nous n'avions jamais entendu parler de ne pas tuer un loup si l'occasion s'en présentait. Moins de loups signifiait plus de cerfs. Pas de loup signifierait, à l'évidence, un paradis pour les chasseurs. Après le meurtre, nous atteignîmes la louve à temps pour voir une flamme verte s'éteindre dans ses yeux. Je compris alors et pour toujours qu'il y avait dans ces yeux-là quelque chose de neuf que j'ignorais. Quelque chose que la montagne et elle, la louve, étaient seules à connaître. À présent, je soupçonne que, de la même manière qu'un troupeau de cerfs vit dans la crainte mortelle de ses loups, la montagne vit dans la crainte mortelle des cerfs. Et peut-être à meilleur escient, car tandis qu'un vieux cerf tué par des loups peut être remplacé en 2 ou 3 ans. Une montagne mise à mal par l'excès de cerfs a parfois besoin de 2 à 3 décennies pour se reconstituer. Conclusion, seule la montagne a vécu assez longtemps pour écouter objectivement le hurlement du loup. Je vous laisse méditer sur cette petite histoire. L'approche des problèmes écologiques est par condition le fait d'une multitude de disciplines. La psychanalyse y a-t-elle sa place ? C'est de cet objet en fait que je veux m'interroger et que j'aimerais aussi vous interroger. En quoi la psychanalyse peut-elle apporter un éclairage et soutenir une possibilité de résilience ? Les processus inconscients en jeu dans la crise environnementale cumulent des résistances face au réel, à ce qui est pourtant la recherche de la vérité sur nous-mêmes et notre environnement. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est un enfant de l'écosystème. Malgré tout, en moins d'1 siècle, nous les humains, nous avons tué plus de la moitié des animaux. Nous menons une guerre contre la nature et le temps. Nous voulons fusionner avec elle et avec le temps, tout en l'écartant. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse de la société, de la planète. Notre intelligence est formidable et destructrice quand elle était pervertie par nos angoisses. Nous sommes des merveilles extraordinaires, dotées d'une intelligence supérieure. On est d'accord, hein ? Capables de magnifiques chefs-d'œuvre et en même temps nous sommes des tueurs. Nous sommes des créations délicates qui contenons le tout, géologique, physico-chimique et biologique. Nous sommes une maille sensible dans le champ écosystémique du vivant et sa survie dépend radicalement d'une relative stabilité de la biosphère et de sa santé. Nous sommes devenus capables de modifier certains processus biogéochimiques de notre système planétaire au point d'influencer la dynamique de la biosphère et d'affecter en retour les fondations de nos cultures, voire même de menacer notre propre condition de survie. Mais que s'est-il passé et que se passe-t-il ? Nous détruisons des écosystèmes, nous exterminons en masse des espèces végétales et animales dont dépend notre écosystème. Grâce à notre technologie et du fait de notre singularité psychique, nous sommes devenus une force analogue à celle de l'atmosphère, des océans, des déserts et des grands glaciers. Notre puissance technologique marque de son empreinte notre planète et déséquilibre complètement une biosphère dont la stabilité a permis l'éclosion de tant de civilisations.
Devenue un hyper-objet, l'humanité contemporaine transforme la biosphère par le fait de sa civilisation hyper-industrielle, informatique et biogénétique. Elle est dorénavant en mesure de modifier l'environnement à l'échelle planétaire. La crise environnementale n'est pas seulement environnementale, elle met aussi l'homme en crise, elle est le reflet, les symptômes de nous-mêmes. Depuis des décennies, les sciences de l'environnement nous informent sur le désastre qui s'abat sur notre planète. Elles nous apprennent que notre mode de vie, de plus en plus global et globalisante, épuise, pollue et transforme la biosphère en engendrant un réchauffement climatique, une extinction de masse des espèces vivantes qui pourrait emporter l'espèce humaine avec les autres. Nous le savons. Et malgré tout cela, nous avons un mal fou et de fou à changer nos habitudes de vie. Nous choisissons de consommer le capital en nous mettant à crédit plutôt que de vivre sur les revenus. Cette crise nous met en crise consciemment et inconsciemment. Elle met l'accent sur notre fragilité et notre vulnérabilité. Elle pointe du doigt le psychisme humain en mettant à l'épreuve les limites fluctuantes de notre sens de la réalité et de notre capacité à vivre le réel. Nous risquons d'entrer dans un clivage qui est déjà bien amorcé de civilisation, où il n'y aura plus, comme dans tout clivage, une possibilité de dialectique. C'est pour cet état de fait que la psychanalyse a son droit de citer sur cette crise. Elle connaît notre fonctionnement psychique, individuel et collectif. Comment et pourquoi l'humanité sache que son mode de vie la met en danger sans pour autant qu'elle ne soit en capacité à modifier ses agissements en fonction du danger qui la menace. Sommes-nous fous ? Je pense que les œuvres de Wilfrid Bion, Freud, Donald Winnicott, André Green, Deleuze, Serge, Hubert Reeves, Stephen Hawking ont jeté des bases d'une compréhension systémique du développement, de la pensée humaine et de la crise environnementale. Les théories issues de la clinique psychanalytique appréhendent la pensée humaine comme une fonction émergente du champ des liens tissés entre un nouveau-né et son milieu. Ses parents, lui-même, son environnement, son bagage ontogénèse et phylogénèse. Notre pensée est une fonction qui émerge des liens de connaissance et d'émotions noués avec l'ensemble des existants qu'un être humain rencontre dans sa vie. Faisons-nous autant de mauvaises rencontres pour avoir si peu d'esprit ? Je ne le pense pas. Il est à supposer que l'homo sapiens n'est pas aussi sapiens, mais aussi démente. Il est inconsciemment travaillé par un dilemme fondamental entre un désir propre à la partie de sa personnalité, de connaître les réalités externes et internes en se liant à elle, et un désir propre à la partie infantile. Infantile narcissique. Il est constamment entre le principe de plaisir et de réalité, tout en étant dans sa pulsion de vie et de mort, les deux pulsions s'embriquant l'une dans l'autre. Comme disait Frédéric hier, la pulsion de vie n'existe pas sans la pulsion de mort, et vice-versa. Il est à faire hypothèse que cette dualité ontologique contribue tant à la genèse de la crise environnementale qu'à notre apathie face à celle-ci. Car l'anti-pensée de notre personnalité psychotique génère à notre insu des processus culturels sans sujet, anomiques, dont la nature délirante ne prend en compte ni les lois de la vie, ni la fécondité primordiale de la biosphère. D'un point de vue psychanalytique, la crise environnementale peut être appréhendée comme un trouble de la pensée à l'échelle de l'humanité. Ce sont ces processus anomiques pervers que la partie adulte et réaliste de nos personnalités que notre partie adulte et réaliste de notre personnalité doit identifier et combattre, et ou soigner pour une militance active. La psychanalyse relève un point crucial pour que notre personnalité qui aime la réalité l'emporte sur celle qui la dénie ou la refoule. Pour cela, l'humanité a besoin d'un tiers, d'un soutien émotionnel et extérieur qui aide à supporter l'angoisse et les autres sentiments mis à jour par l'affrontement du réel. S'intéresser à la crise environnementale peut faire émerger une crise transférationnelle. La douleur de découvrir à quel point l'humanité est partie bien trop loin dans la destruction de cette planète est si difficile. Il peut être plus facile d'engager un processus de déni,
d'intellectualisation à outrance pour se protéger de l'impact traumatique de ce que nous découvrons en écartant le système par excitation. Des pistes de réflexion. Les travaux de Harold Searles sont intéressants sur la notion d'apparentement au monde non humain. Il aiguise le regard et l'oreille sur le mouvement d'élargissement du moi en un soi écologique qui amène la perception d'une parenté intime avec le monde non humain. Lorsque celle-ci se doute d'une conscience de l'impossibilité de se fondre dans notre environnement. Le contrepoint de cet apparentement est la mutilation identitaire du moi qu'entraîne la déconnexion de l'homme avec la nature et l'extinction de masse des espèces. Hicham Stéphane Afeza voit dans cette mutilation d'un environnement qui nous co-constitue l'une des sources de notre malaise dans la culture. D'après Charlotte Lwix, la crise environnementale viendrait du lien entre la domination des hommes, le masculin, sur les femmes, le féminin, et la domination de la nature par l'homme. L'homme serait en incapacité de prendre soin de son environnement. Le débat est ouvert. Pour d'autres, la question est posée si cette course folle ne viendrait pas se nourrir d'un pôle de notre personnalité que notre finitude insupporte et qui attaque fantasmatiquement la fécondité de la scène primitive et par extension celle de la biosphère. En idéalisant ce que notre technologie produit en masse et par la force. Dans notre self grandiloquent, nous courons un risque de créer un monde illusoire, fait de comme si, qui ne fera que s'appauvrir en profondeur, un monde privilégiant la quantité à la qualité. L'écologue Alain Papot pose un diagnostic. Le principal ressort de notre apathie face à la crise environnementale réside dans la nature faber de l'homme, qui n'est que marginalement sapiens. Un homme que seul le travail distingue des autres animaux par une compulsion pour se défendre de son angoisse d'exister et très vite de ne plus exister. Veut-il encore d'une intériorité cet animal néoténique, cet homme à caractéristiques juvéniles que le faber des technosciences décorpore en désymbolisant son corps, dont l'oubli nous précipite dans l'ubris, la démesure, et bien sûr son désastre environnemental. Lorsque notre intériorité est diluée par le fer de milliards d'êtres humains, lorsque l'industriel humain s'oriente vers le technoscientifique post-humain, un être en stricte relation avec l'utilisation des technologies contemporaines existe-t-il encore un désir de recouvrer un sentiment de finitude? Voulons-nous vraiment guérir? Demande Alain Papot. Lorsque l'on fait miroiter la possibilité d'une immortalité, qu'aurions-nous à regarder le réel en face? Jacques Presse pense que l'homme est plus démence que dément, que sa mence se défait, qu'elle se démentalise collectivement, en passant d'un faber sapien, issu de notre développement personnel affectif, à un faber dément, produit désaffecté d'un rapport à notre univers machinal, encouragé par les conditions sociales, économiques et politiques. Nous passons notre vie à créer des objets par peur du vide. Et plus nous créons d'objets, plus nous désacralisons ce qui nous entoure. Pensons-nous vraiment, depuis le premier pas sur la Lune, que notre Terre est remplaçable? Nous scions la branche sur laquelle nous nous sommes assis. Tout ce qui ne se fera pas sur la régularisation volontaire, sur la sobriété et l'efficacité énergétique, se fera par contraction économique et diminution de la population. Le changement climatique est un processus avec une inertie considérable et la dérivation des 20 prochaines années est déjà écrite. Elle est dans nos émissions du passé. Le climat de 2022 est perdu à jamais, quoi qu'on fasse à l'avenir. Cependant, nous avons encore l'espoir et les ressources pour améliorer l'avenir de notre planète. Nous devons sortir d'une forclusion d'une génération future que nous envions peut-être inconsciemment.
retrouver notre capacité à imaginer un avenir possible pour les générations futures en ayant la capacité de prioriser. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Hubert Reeves. Nous sommes des chapitres d'une longue histoire et dans ce grand homme, plus d'une fois l'être humain a dû faire montre d'intelligence pour survivre. Nous devons revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine et apprendre à coopérer d'une façon élargie à toute la planète. Notre espèce a apporté de formidables cadeaux. L'art, la culture, la science, la compassion. C'est à cet endroit que la psychanalyse a toute sa place. De par notre parcours à chacun, nous avons, normalement, surmonté notre propre peur du vide. Nous avons su prendre congé de notre instinct destructeur en élargissant notre champ de possibles. Nous avons réussi à pacifier notre dualité et ou à l'accepter. Enfin, je l'espère. Et je cite Anne Dufourmentel dans Éloge du risque. Prendrons-nous le risque de créer l'événement ? Il donne forme à une pure singularité, à celle qui n'adviendra qu'une fois. L'événement défait la temporalité requise pour inventer un autre temps. Ce à partir de quoi un autre monde, un autre regard s'inaugure. Ce commencement est un autre nom du risque, sans quoi l'invention du monde à chaque instant renouvelé n'aurait pas lieu, et le monde que nous connaissons se serait déjà achevé. Afin de trouver des solutions, parlons, débattons, frottons nos neurones, laissons le verbe circuler. Et je reprendrai quelques mots en les modifiant quelque peu. Les mots écartent du monde pour mieux l'aborder. Ils sont pas, ils sont ponts, ils sont monde. Pierre Clavillier. C'est terminé. Merci Nathalie. Vous avez peut-être des questions? C'est un sujet voilà, où il y a beaucoup à dire. Alors, des questions ou un débat Ouais. Voilà. Oui, Michel. C'est un travail qui m'a beaucoup intéressé et ça m'a fait penser à Arthur Koestler dans Le cheval dans la locomotive, Oui. où il dit ce noyau psychotique chez l'être humain Tout à fait. qui entraîne cette destructivité de la nature qui est presque inexorable. Et je me demande justement quelle solution, comment arrêter ce processus, parce que c'est quand même une dégradation constante de la nature. Donc, je vous remercie pour ce travail, parce que c'est une réflexion qui nous interroge actuellement. C'est une question de survie. C'est une question de survie et je pense que la psychanalyste a sa place en fait dans cette crise environnementale. La psychanalyse a sa place dans l'écologie. Il y a très peu de travaux en fait en psychanalyse sur l'écologie, sur la préservation de la planète et pourtant on a beaucoup à dire et on a accompagné. Oui, mais le problème c'est qu'on médicalise avec des médicaments. On évite la psychanalyse parce que c'est la biochimie. Actuellement, tous les produits antidépresseurs font une explosion. C'est incroyable ce qu'on vend. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est catastrophique, alors que la nature déjà peut vous guérir. C'est justement pour, en fait, ces neuroleptiques servent justement à apaiser la tension de l'être humain, cette peur du vide, cette peur aussi de régression. L'être humain peut aussi penser qu'il va régresser s'il se tourne vers l'écologie. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments, certes, mais la psychanalyse ne s'est pas saisie en totalité, en fait, avec légitimité, de la crise environnementale et de son droit de cité. Donc, le travail que nous avons peut-être à faire, c'est de prendre notre place dans la crise environnementale, dans l'écologie. Et ne pas rester sur le banc à attendre que ça passe. Oui, Juliette. Il me semble aussi que c'est très intéressant d'accompagner les anxiétés Tout à fait. de tous ces patients, tous nos patients,
notamment les jeunes qui sont confrontés à l'anéantissement presque programmé. Donc c'est un vrai désespoir qu'il faut accompagner. Et c'est en cela aussi, il me semble que la psychanalyse complètement introduite Tout à fait. dans une pensée écologique. Peut accompagner, renouer, relier. Oui. Ouais. Et surtout que les enfants, comme disait hier Frédéric, hein, ils ont le désir de la nature, naturellement. Ils sont coupés des écrans. En réalité, il y a quelque chose de leur instinct de survie, justement. Un amour de la vie naturelle. Et lorsqu'on les accompagne là-dedans, c'est merveilleux parce qu'on voit une force de vie, d'élaboration qui repart, l'imaginaire aussi qui se déverrouille. Parce que l'imaginaire des jeunes, il est très verrouillé, je trouve. Hein, il est empêché, Il est verrouillé, vraiment, c'est exactement ça. Et c'est tout à fait ce que disait Frédéric hier. En fait, il en faut peu parfois pour réémerveiller et s'étonner avec l'enfant. Ils nous prennent par la main, les thérapeutes, les psychanalystes, je trouve. Robert, merci. Merci. Donc c'est pour ça aussi qu'on a réfléchi ensemble, entre nous, à inventer une éco-psychanalyse. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, avec Pierre Clavier aussi, notre ancien collègue, que cette question-là était vraiment écartée quelque part. Et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un lien. Il y avait vraiment un lien à mettre en valeur, une réflexion, une nouvelle façon d'aborder la pratique psychanalytique. On a des collègues qui ont fait justement des expériences aussi au niveau clinique. On a des collègues italiens qui avaient proposé justement de sortir du cabinet de la ville et de pouvoir proposer par exemple des séances en pleine nature. Et il y a quelque chose de très porteur, donc je l'ai fait moi-même, j'ai fait l'expérience. Et du coup, ça donne vraiment une autre façon aussi d'aborder notre pratique. La parole, elle est différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre aussi appui sur ce que la nature nous dit. Car quand on rentre et qu'on pénètre un espace naturel, il y a des signes un peu partout. Je veux dire que ça soit du côté des végétaux, des éléments, les animaux qui surgissent d'un buisson au moment où le patient est en train de parler. Donc il y a plein comme ça de signes sur lesquels on peut aussi venir travailler et venir effectivement sur ce lien inconscient avec Mère Nature. Et je crois que c'est quelque chose qui est profondément ancré. Et hier, je n'avais pas pu aller jusqu'au bout, mais il y a une question aussi qui me hante par rapport aux œuvres artistiques humaines les plus ancestrales. Ce sont ce qu'on appelle les Vénus préhistoriques. Les fameuses Vénus. À tort, les anciens anthropologues ont voulu y voir une association avec les déesses romaines. C'est pour ça qu'on a appelé ça les Vénus. Aujourd'hui, on se rend compte que ça va certainement beaucoup plus loin et qu'il s'agirait peut-être là du premier mythe cosmogonique qui expliquerait la naissance de l'univers. Et donc, parce que l'énigme, c'est que ces Vénus préhistoriques, elles ne concordent pas avec ce qu'est la femme réellement. Parce que la femme préhistorique, elle est athlétique, elle est grande, donc ça ne correspond pas. Et on pense que c'est justement une imagination de l'homme, de l'être humain, et de représenter effectivement l'origine du monde. Et aujourd'hui, on pense que ça serait une représentation de l'esprit matriciel. Et il y a aussi des climatologues aujourd'hui qui réfléchissent à ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa. L'idée que la planète Terre serait une entité organique qui aurait pensé la possibilité qu'on puisse être maintenu en vie. Que le vivant aussi, c'est quand même incroyable le fait que tout est fait pour que la vie soit possible. Donc l'idée que effectivement la planète, on ne parle pas peut-être de conscience, mais en tout cas d'une entité organique qui permettrait à ce que les espèces puissent vivre. Donc il y a bien un lien qui existe entre la planète Terre et chacun d'entre nous. Et donc peut-être que effectivement ces Vénus préhistoriques traduiraient ce lien originel. Et on a cette supposition parce que effectivement dans d'autres civilisations, on sait qu'il y a ce type aussi d'idées cosmogoniques, l'idée qu'effectivement il y a une source créative
Et effectivement, l'homme est en lien constant et ça passe par la nature. Peut-être ça permet de converger vers une citation de Spinoza quand il dit Deus sive natura. C'est dans la nature que l'origine se trouve. Donc, Moi, je me demandais s'il n'y avait pas des déviances du coup dans les thérapies modernes, vous savez, tout ce syncrétisme, où il y a une espèce de retour de l'animisme avec des tas de croyances où, sous prétexte de transférer sur la nature, finalement, on en vient à renforcer des systèmes de croyances un peu archaïques. ouais. Alors, elles ne sont peut-être pas négatives en soi, mais utilisées dans le cadre thérapeutique, elles sont dangereuses, il me semble. On peut être dans un Si, certain- justement, il est important de pouvoir conjuguer le scientifique, l'objectif, le subjectif, et de savoir en fait trier. Hein. Le bon grain de livret, comme on dit, mais de trier. Ouais. Exactement. Une place vacante pour d'autres psychothérapies un peu plus obscurantistes. Voilà ce que je Tout à voulais fait, dire. ouais. Qu'elles reprennent sa place à cet endroit-là. Tout à fait, Ouais. exactement. C'est C'est exactement ça. Donc, c'est un chantier sur lequel on s'est attelé à la PE et là, on a du boulot. Beaucoup de travail. Merci Nathalie. Voilà, c'est- Merci.